Lords of Chaos. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un film se faire autant défoncer par le cœur de cible qu'il était censé atteindre. Si les personnes étrangères à l'univers du métal ont plutôt accueilli Lords of Chaos de manière positive, les black métalleux, fans et groupes y compris, n'y ont en général pas été de main morte. Plusieurs paramètres permettent de comprendre ce désamour et cette hostilité, mais ce sont surtout les libertés qu'a prises Jonas Åkerlund, le réalisateur, avec les événements connus qu'a cristallisé les haines. Il faut également ajouter à cela le fait que de nombreux fans n'étaient pas chauds pour que l'histoire du black metal norvégien soit racontée au cinéma, et que Åkerlund a démystifié des figures iconiques de la scène comme Varg Vikernes, Faust ou Euronymous, en les représentant un peu comme des gamins désœuvrés. L'histoire s'inspire donc librement des épisodes dramatiques qu'a connu la scène black metal norvégienne au début des années 90 et bien évidemment du bouquin du même nom sorti en 1998. Bon, comme nous sommes le Rizemol, la question que l'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que le film est fidèle au livre et est-ce que c'est une bonne adaptation? Et là, on va se retrouver confronté à la première difficulté parce que Lords of Chaos, le livre, n'est certainement pas la Bible du black metal norvégien comme le prétendent certains. Lords of Chaos a été publié en 1998 et a été écrit par l'américain Michael Moynihan et son co-auteur, le norvégien Didrik Sodernik. Il rassemble plusieurs interviews originales ou issues de fanzines et journaux de l'époque, ainsi qu'une chronologie des événements qu'a connu le black metal norvégien au début des années 90. Dès le départ, Moynihan précise que Sodernik a surtout aidé pour les traductions, pour les rencontres en Norvège et pour les passages traitant de la spécificité de la Norvège par rapport aux questions religieuses et politiques. C'est donc Michael Moynihan qui avait le lead et qui s'est le plus investi dans ce livre. Quand on fouille un peu sur le net, et bien qu'il ait fait des déclarations un peu contradictoires, on s'aperçoit que le mec penche quand même bien à droite et qu'il n'a pas vraiment laissé avec ce bouquin ses idées au porte-manteau. Bon, le gars, il peut bien avoir les idées politiques qu'il veut, c'est pas un problème. La difficulté, c'est quand ces idées politiques interfèrent avec le propos journalistique. Dans toute la deuxième partie du bouquin, là où le propos politique est vraiment le plus important, on sent que Moynihan n'est pas tout à fait neutre, n'est pas tout à fait objectif. Et quand on prétend écrire un bouquin qui analyse et explique la naissance d'un mouvement musical comme le black metal norvégien, eh ben, ça pose un petit peu des difficultés. Lords of Chaos a été de plus critiqué et désavoué par plusieurs acteurs de la scène black metal norvégienne, y compris ceux qui apparaissent sous un jour valorisant, comme Kun Krishna. Il lui est aussi reproché sa deuxième partie beaucoup trop axée au niveau politique, au détriment par exemple d'analyses plus sociologiques, psychologiques, voire même purement musicales, d'accorder une trop grande place à Burzum et à Kun Krishna au détriment d'autres personnalités qui auraient pourtant mérité d'être mentionnées, et enfin, de nombreuses interprétations personnelles qui interfèrent sur le travail journalistique. Il y a dès le départ une partie qui se propose d'expliquer quelles sont les influences musicales du black metal norvégien. Alors ils parlent notamment évidemment du black metal originel, et ils vont parler de Venom, ils vont parler de Bathory, donc ces groupes sont quand même pas mal développés, et évidemment vous vous attendez à ce qu'ils parlent aussi de Hellhammer, fort logiquement, évidemment, ou dans une moindre mesure de Celtic Frost, mais ces trois noms, normalement, doivent vous venir en premier. Or, ils parlent beaucoup de Venom, ils parlent beaucoup de Bathory, et le troisième nom qui devrait suivre, ben là, ils choisissent de mettre Merciful Fate. Voilà. Ils vont parler très très peu de Sarcophago. Ils vont parler très très peu de la scène sud-américaine. Ils vont pas du tout parler de Sodom, au détriment d'un Slayer par exemple, ils vont parler beaucoup. Ils vont beaucoup parler de Black Widows, ils vont beaucoup parler de Coven. Alors, ils disent pas vraiment des conneries, mais on dirait que c'est vraiment le fruit de leurs préférences et de leurs interprétations personnelles. Ils choisissent de parler de certains groupes plutôt que d'autres, parce que je veux pas croire que c'est un oubli, je veux pas croire qu'ils aient pas pensé à parler
de Hellhammer, ou qu'ils n'aient pas pensé à parler de Sodome, mais plutôt que voilà, il y a certains groupes, voilà, le mec il doit préférer Mercyful Fate, il doit se dire oh ben, ça a dû être plus affluent Mercyful Fate que je sais pas, que Sarcophago par exemple. Et sauf que en fait ils disent ça, ils amènent ça de manière très sans vraiment l'étayer. Ils pourraient dire à la limite, nous on pense, on a vu dans beaucoup d'interviews qui parlaient beaucoup de Sodome par exemple, mais on pense que Slayer a eu une influence plus prépondérante parce que à cause de ça et ça. Or, c'est pas du tout ça, les propos sont pas étayés, ils amènent ça, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et cette première partie, déjà, c'est un peu curieux et ça fait pas très sérieux, pas très objectif. Pareil au niveau du death metal. Un chapitre s'intitule Le death metal laisse la place au black metal. Ils vont parler de Possessed, de Slayer, vite fait de Sodom et Creator, genre 2 lignes, puis passer très vite sur les pionniers américains et suédois. Là aussi, c'est expédié en quelques phrases avant de développer 2 groupes, Decide et Unleashed. Decide pour le côté très evil de Glenn Benton à l'époque, et Unleashed car Moynihan estime que c'était les seuls qui sortaient du carcan gore slasher movie pour aborder des thématiques plus proches de la mythologie viking, à la fois dans certains lyrics et certaines attitudes. En outre, je m'attendais à trouver aussi des explications sur les différences qui pouvaient exister entre le death metal et le black metal, parce qu'à l'époque, beaucoup de groupes de black metal disaient détester le death metal, et c'était justement positionné contre la dérive commerciale du death qui avait gangréné le mouvement, et contre les grands noms et les grands groupes qui, selon eux, avaient vendu leur âme. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai lu des interviews de musiciens de black metal de cette époque qui disaient détester le death. Certains en faisaient même un mantra en disant « Ils chantaient grave, on chantait aigu. Leur guitare était accordée bas, on est monté le plus haut possible. Le death metal était très technique, nous, on a épuré un maximum. » Enfin, il y avait plein de trucs à dire, en tout cas plus que le traitement très superficiel qui en a été fait ici. L'autre problème vient de la deuxième partie du bouquin, je le disais, c'est extrêmement politique. À partir du moment où il y a la mort de Ronimus, ils vont parler beaucoup de Varg Vikernes et de Burzum. Ils vont parler des écrits de Varg Vikernes, ils vont assez peu parler de l'évolution musicale, par exemple, ce qui aurait été intéressant, l'évolution musicale qu'a pu avoir Burzum au cours des années. Ils vont uniquement axer le propos, enfin beaucoup axer le propos autour de la politique. Ils vont oublier carrément certains groupes de black metal norvégiens, ils ne vont pas en parler, et quand ils vont quitter la Norvège pour aller en Allemagne, ils vont parler d'absurde, et ils vont en parler, là encore, uniquement à travers les faits divers et à travers la politique. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du bouquin, donc c'est quand même un petit peu dommage, et c'est pour ça que je dis que c'est un bouquin avec lequel il faut prendre du recul, parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas traités dedans, il y a plein de trucs qui sont oubliés. Néanmoins, sur toute la première partie, on va dire vraiment de la naissance du mouvement jusqu'à la mort de l'assassinat de Ronimus, tout ça, je trouve, est bien traité, c'est vraiment assez objectif et c'est vraiment bien raconté. Il y a plusieurs interviews de Faust, de Vikernes notamment, qui sont vraiment des interviews qui font froid dans le dos parce qu'on voit comment le mouvement se structure, comment le mouvement évolue, comment ça devient de plus en plus sombre, diabolique, malfaisant, violent, et comment à la fin, ben voilà, ça explose avec les incendies, avec les meurtres, avec le suicide de Dead. Enfin, tout ça est extrêmement bien raconté et montre combien voilà, ça devait certainement être à cette époque extrêmement glauque et extrêmement violent, cette scène black metal norvégienne. Et du coup, ce que je dis, c'est que c'est vraiment important de lire ce bouquin parce que ça montre comment moi et d'autres, on a pu recevoir le bouquin à l'époque, c'est-à-dire que tous ces actes violents, on les a pris vraiment en pleine figure. Et dans des bouquins comme Lords of Chaos, c'est raconté sans la moindre trace d'humour, sans le moindre recul, vraiment au premier degré. Donc on voyait ces musiciens qui avaient commis des actes violents, des meurtres, et on se disait donc ce sont des personnes dangereuses, ce qu'elles étaient de toute façon, dangereuses, violentes, et vraiment on les percevait sous un jour extrêmement il faisait peur. En gros, voilà, il faisait peur. Et ce qu'a fait donc Åkerlund, le réalisateur, quand il a choisi de traiter cette histoire en repositionnant par exemple tous ces musiciens dans un casting de jeunes hommes à l'apparence juvénile, ben,
c'est un des aspects, mais ça a pu choquer par exemple. Donc ça permet aussi la lecture du bouquin de comprendre aussi ce qui a pu vraiment énerver certains fans de black metal lorsqu'ils ont découvert le film. Here I am, an average teenager, you may think. But you couldn't be more wrong. I am the founder of Mayhem, the most infamous black metal band in the world. We are Lords of Chaos. You guys suck. Mom, tell her to get out. Comme je vous le disais précédemment, Akerlund, vous le savez certainement, c'est un ancien musicien, un ancien batteur de métal, et pas de n'importe quel groupe de métal, de Bathory, certainement un des groupes qui a le plus influencé la scène black metal norvégienne. Il a découvert le bouquin un peu quand il est sorti en 1998. Je crois que c'était, j'avais lu dans une interview dans Metal Injection que c'était son frère qui le lui avait passé. Donc du coup il l'avait lu, mais il connaît très bien le métal, il connaît très bien cette scène, il connaît bien les anecdotes, il connaît tout ça. Et on le verra un petit peu plus loin au travers de plusieurs clins d'œil extrêmement précis qu'il fait. Il montre qu'il connaît bien en fait le black metal norvégien et qui s'est pas simplement appuyé sur le livre, parce qu'il y a des anecdotes qui sont, enfin des clins d'œil qui sont dans le film qu'il a dû sortir, qu'il a dû prendre d'ailleurs. Quand Akerlund il a accepté le projet, vraiment il a fait des choix de réalisateurs qui étaient forts. Je le disais précédemment, des choix au niveau du casting, au niveau narratif, ça c'est probablement ce qui a le plus été décrié, notamment par Varg Vikernes dans plusieurs vidéos qu'il a postées sur YouTube, où il dit que la part de mensonge, que effectivement au début du film il dit il y a eu basé sur des vérités et des mensonges. Vikernes dit qu'il y a ça de mensonges pour ça de vérité. Il dit notamment que Euronymous, voilà, il n'a jamais eu d'histoire d'amour avec une fille, que c'était probablement un homosexuel refoulé. C'est dit aussi dans le livre Lords of Chaos. Il dit qu'il y a plusieurs discussions qui ont été fantasmées. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça qui sont dites par Vikernes, mais pas que par lui. Il y a aussi Fenriz, il y en a plein en fait qui ont décrié le film et qui disent que ça s'éloigne de de la réalité de ce qu'ils ont vécu. Or, à certains moments, cette réalité, cette vérité, elle a été parfois racontée par notamment Vikernes, c'est le seul qui a survécu. Donc forcément, cette vérité, elle ne pourra pas vraiment être confrontée par le point de vue de quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est à prendre là aussi avec des pincettes. Mais l'histoire qu'on a tous un petit peu intégré, l'histoire communément acceptée dans l'inconscient collectif des métalleux, Akerlund, il s'en est éloigné dans son scénario. Donc il s'est éloigné voilà, de l'histoire, il savait que ça créerait un petit peu des tensions, il a proposé un casting il a fait des choix au niveau du casting qui était quand même assez couillu. Il a aussi choisi de filmer le suicide de Dead, le meurtre de Euronymous et celui de Faust de manière extrêmement crue, de manière extrêmement froide. Il n'y a pas de musique à chaque fois, c'est vraiment d'une manière très réelle. Donc certains ont critiqué la violence vraiment de ces scènes-là, disant que ça a un côté un petit peu voyeuriste. D'autres disent que c'est trop, en fait c'est quasi trop sanguinolent, trop vraiment dans l'instant et que du coup ça perd un petit peu en impact et les personnes qui sont vraiment étrangères complètement au monde du métal, à l'univers du black metal, disent que c'est vraiment quelque chose qui arrive de manière très subite, que ça surprend, parce que le début du film, voilà, c'est quand même un réalisateur qui, sur ce film-là, montre qu'il a quand même des qualités, parce que il rentre dans le film, il a vraiment ce grain, cette couleur de la Norvège des années 90, et il y a un rythme quand même assez hypnotique, assez lent qui s'installe, voilà, dans le film. Ça peine d'ailleurs à certains moments un petit peu à décoller, mais quand vraiment ça s'embrase au sens littéral du terme avec les églises ou avec les meurtres, ça surprend un petit peu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'a voulu Akerlund dans son film.
Autre point que j'ai pas vu souvent développé, c'est, comme je le disais, la connaissance qu'il a, la connaissance importante qu'il a du métal. Il y a de nombreuses anecdotes, il montre de nombreuses choses qu'il n'a pas spécialement pioché. Alors évidemment, dans le bouquin, il y a plein d'anecdotes, mais il y a des trucs qu'il a pas pris du bouquin, qu'il doit savoir ou qu'on lui a été raconté par certains de ses potes. Notamment quand on voit Vic Ernest qui enregistre son premier album, qui chante dans des écouteurs. Il y a le passage où Vic Ernest arrive pour la première fois dans le magasin de Ronnie Moose. Qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir 2 vinyles. Il y a le premier album de Sodom et l'album de Merciless qui était signé sur le label de Ronnie Moose. Il y a les photos de Lénine ou de Staline, je ne sais plus, qui sont dans le bureau de Ronnie Moose, comme il était communiste. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a tellement. Il y a évidemment le premier concert de Mayhem où en fait il montre, il y a un gros plan sur la guitare en fait de Ronnie Moose et on voit en gros un autocollant agressor et justement Ronnie Moose il avait fait avec Necro Butcher et avec Metallion justement une tournée à un moment en Europe où il a rendu visite avec plein de mecs avec qui il faisait du tape trending, dont Alex d'Agressor, lui qui sont descendus jusqu'à Antibes dans le sud de la France pour le raconter. C'est une anecdote ça qui a de raconter d'Enjoy the Violence dont je parle dans la vidéo quand il chante Diamond Head devant l'église qui brûle. Il y a plein d'anecdotes, de clins d'œil qui ne pourront être compris que par les métalleux et je pense que ça en gonfle certains parce que le fait qu'il ait joué dans Bathory, le fait qu'il sache un petit peu tout ça, ils se disent à certains moments il aurait pu coller vraiment à l'histoire comme nous on se l'imagine, mais il a choisi de s'en éloigner. Donc du coup, ça en a énervé certains et donc ils ont laminé le film. Et c'est là que je trouve que c'est un petit peu dommage parce que évidemment c'est un film, il n'a pas que des qualités. Moi, un des principaux défauts, je trouve que c'est quand même l'acteur qui incarne Vic Ernest. Je trouve qu'il n'arrive pas à incarner ce côté vraiment malfaisant et inquiétant que pouvait avoir Vic Ernest à cette époque-là. Il y a un petit peu, certains moments, je trouve qu'il y a un petit peu un problème de rythme aussi dans le film. La photographie est absolument sublime. Vraiment, je trouve que c'est vraiment le point fort du film. Et je trouve que voilà, le détruire de manière un petit peu aveugle et systématique sans en reconnaître les bons côtés, ben, c'est un petit peu dommage. Surtout quand on voit tout précédemment là, tout le lot en fait de biopics et de films musicaux qui sont sortis, qui sont vraiment mais à coucher dehors, qui sont vraiment minables et où justement il y a à chaque fois c'est du fan service. On sert aux fans, on sert au public ce qu'ils veulent attendre, quelque chose qui va pas les choquer, quelque chose qui corresponde à leurs attentes. Et là voilà vraiment ce film il fait le contraire, il vient bousculer un petit peu le public, il vient lui montrer autre chose que ce à quoi il est habitué. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui moi que je trouve pour lequel j'ai du respect malgré tout, même si je trouve que le film il n'est pas parfait. Pour cette démarche j'ai du respect plutôt que des types un petit peu lèche-burne qui vont venir proposer voilà les choses qu'on attend et qui au final se vautrent lamentablement parce que c'est des types qui ont pas de vision artistique, qui souvent même ont tout juste les connaissances sur les sujets qu'ils traitent et qui au final font de la merde. Donc Lord of Chaos, voilà, je trouve que c'est un film qui mérite un petit peu plus que le sort qui lui a été réservé à certains moments. C'était donc le deuxième hors-série voilà, de Rizemol. Je tenais à faire celui-là parce que vraiment, Lords of Chaos, c'est vraiment un film qui a suscité beaucoup de passion et que je tenais à parler même si j'en ai parlé quand même assez rapidement du livre, je trouve qu'il faut en parler parce que c'est vraiment un classique qu'il faut avoir lu. Quel va être le prochain hors-série ? J'ai lu qu'il y avait un film documentaire en préparation sur Ghost. On n'est pas sorti de l'auberge. This is... Wow!